Alors, est-ce que la réindustrialisation est un vœu pieux? Ça dépend. Quelle réindustrialisation? Si on dit qu'on va réindustrialiser en ouvrant en France des mines de fer, bah non, puisqu'on n'a pas de mines de fer. Si on dit qu'on va réindustrialiser en faisant des matériaux d'isolation, des vélos, des tracteurs légers, qu'est-ce que je sais, des selles pour cheval, enfin j'en sais rien, il y a 1 milliard de trucs qu'on importe aujourd'hui, et tout simplement des machines à laver et des armoires, hein, ne serait-ce que pour prendre ces 2 exemples. Il n'y a pas d'électroménager quasiment, il n'y a plus qui est fait en France, du textile, enfin voilà. Ça, pourquoi pas. Après, il faut bien voir qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on a délocalisé, c'était pour faire le bonheur du consommateur au détriment du salarié. Non, non, tu as oublié un petit paramètre entre consommateur et salarié. Il y a l'actionnaire. Non, parce que globalement, ce qu'a fait la mondialisation, c'est qu'on a délocalisé la production dans des pays à bas salaire. Donc l'actionnaire, même si l'actionnaire s'est servi au passage, ça permettait quand même aux consommateurs français d'avoir ses chaussettes et ses casseroles pour beaucoup moins cher que si ça avait été fabriqué en France. Accepté. Donc à partir du moment où c'est ça qui s'est passé dans un sens, il faut accepter la contrepartie dans l'autre. La contrepartie dans l'autre, c'est que si on réindustrialise la France avec les salaires français d'aujourd'hui, et on s'est dit tout à l'heure qu'on n'avait pas vraiment envie de créer des pauvres en pagaille, bah, ça veut dire que les chaussettes et les casseroles et les frigos coûtent beaucoup plus cher. Voilà. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? C'est ça le sujet. Alors, on peut aller encore plus loin que ça, en disant, bah, s'il coûte plus cher mais qu'il dure 2 fois plus longtemps, c'est peut-être pas très grave. Voilà. Donc on a toute une réflexion à mener sur la réindustrialisation. Ça veut dire quoi de réindustrialiser? On réindustrialise quoi? Dire on va réindustrialiser d'une manière générale, ça n'a pas d'intérêt. Dire on va choisir un certain nombre de trucs dans lesquels on pense que vraiment s'en passer, c'est vraiment descendre, c'est vraiment tomber très bas. Genre les médicaments. Genre le frigo. Je veux dire la prophylaxie, c'est-à-dire la conservation des aliments, ça c'est un truc qui est absolument central. Le frigo est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus urgent à conserver que la console de jeu connectée. Bon. Non mais beaucoup plus. Ça sur la liste de Noël? C'est évident. Bon. Avant, les gens avaient des caves. Donc, quand on vivait à la campagne, on avait des caves. Donc, on pouvait y mettre les pommes et les salaisons. Maintenant, on n'a plus de caves. Donc, dans un appartement sous les toits dans Paris, comment on conserve la bouffe? Par déshydratation. Oui, on peut effectivement ne manger que des pâtes. On peut Non, mais c'est une option. On peut faire du vinaigre de très bonne qualité. Accepté. On peut ça et que des conserves. Mais globalement, quand même, le frigo est un truc... pardon, le réfrigérateur, pas de marque, est un truc essentiel. Donc, je pense qu'on en revient toujours à ce mot qui est celui de la planification, même s'il fait un peu gosse-plan. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte de prioriser nos usages, de se dire, bah, ça c'est important, ça c'est moins important. Et sur les trucs qu'on priorise, il faut qu'on accepte de repartir du problème, c'est-à-dire si ce à quoi on veut arriver, c'est un système qui se présente comme ça, à ce moment, on adapte les règles du jeu économique à ce à quoi on veut arriver. Et on ne fait pas l'inverse. On ne se dit pas on est prisonnier des règles du jeu économique actuelles, donc on ne fera rien d'autre. On fait du protectionnisme, c'est ça? On ferme les frontières, on met des taxes Alors, fermer, non, mais un peu de protectionnisme, oui. Du reste, on est déjà en train de le faire. L'empreinte carbone sur la construction des véhicules qu'on vend en France, c'est du protectionnisme. Mais je pense que c'est du protectionnisme intelligent. Mais en face de nous... Caché. Bah, caché, mais intelligent. Mais en face de nous, ils sont pas plus naïfs que nous. L'IRA, c'est du protectionnisme. Pur et dur. Qu'est-ce que je veux dire? Et la Chine ne se prive absolument pas d'avoir des mesures protectionnistes quand ça l'arrange. Donc, tout le monde en fait. Donc je ne suis pas du tout pour un monde dans lequel chaque pays serait totalement fermé sur lui-même. De toute façon, la France ne peut pas vivre dans un monde comme ça parce que, je le redis, on n'a pas les mines chez nous. Donc on est obligé de commercer avec les autres, ne serait-ce que pour avoir les matières premières. Donc, on peut leur faire la guerre, ça va plus vite. On n'a plus les moyens de faire ça. Ah bon? Non, la capacité de projection hors des frontières de l'armée française, c'est 30 000 personnes. Donc ça ne marchera pas. Mais 30 000 personnes conscrites ou déjà enrôlées? Enrôlées. Ouais. Alors, bon, le temps de former les autres. Ouais, mais enfin, les autres, on n'a pas les chars et les avions pour les mettre derrière. Bon, donc, non. Tu viens de casser tous mes rêves. Peut-être qu'il faut s'organiser autrement. Ça, c'est un autre sujet. Mais à nouveau, bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de nos ambitions. La France est une puissance moyenne. On n'est pas une puissance de premier plan. Puissance? Oui, une moyenne impuissance, si on veut. Et quand on voit que même une puissance militaire de premier ordre, comme les États-Unis, sont même pas foutus. Enfin, c'est pas que je le souhaitais, mais n'ont pas été physiquement capables d'occuper un pays comme l'Irak, qui était pourtant militairement très inférieur. Ça montre bien qu'aujourd'hui, l'idée qu'on va aller
par la simple coercition militaire, sécuriser nos flux logistiques lointains, c'est une chimère. Ça peut y contribuer dans certains cas bien précis, mais c'est pas du reste, les Chinois s'y prennent pas du tout comme ça. La route de la soie. Ouais, ils s'y prennent poco grosse marine quand même aussi. Poco à poco, de façon économique. Mais donc aujourd'hui, il nous manque aujourd'hui, si on parle de réindustrialisation, la planification d'ensemble et le temps long de cette réindustrialisation. Parce qu'on ne va pas changer d'avis toutes les semaines. On ne va pas dire lundi, tiens, je réindustrialise sur les frigos, et puis non, mardi, je réindustrialise sur les batteries, et puis mercredi, exactement, et mercredi, je réindustrialise sur le textile, et puis non, finalement, jeudi, je fous le textile à la poubelle, et on ne va pas faire ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Donc on va prendre nos paris, et ça va être bon pour 50 ou 100 ans. Bon. Question Internet. Un ami n'aime pas Jancovici, car Jancovici n'est pas anticapitaliste. La vraie solution n'est pas d'abattre le capitalisme plutôt qu'essayer de le modifier, de l'adapter. Je pense que le capitalisme est consubstantiel de la démocratie. Et c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Tocqueville. Et par ailleurs, quand on voit le rapport que le régime soviétique a eu à l'environnement, je ne suis pas totalement persuadé que le problème soit intrinsèquement lié au capitalisme. Dernier point, il faut bien voir que quand on parle du capitalisme, on ne parle pas uniquement que de Total ou de BNP. On parle, par exemple, de l'entreprise qui édite Thinkerview. J'ai pas entendu. L'entreprise qui édite Thinkerview. Je ne crois pas que tu sois fonctionnaire. Non. Voilà. On est payé par la communauté. Oui, mais donc ça veut dire que tu as une structure privée. Ah bah forcément. Voilà, donc tu es un capitaliste. Au sens où il y a une propriété privée des moyens de production. On n'est pas des youtubeurs fondés en association pour bouger la TVA. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a autorisé l'initiative privée avec des moyens de production privés. Et je ne pense pas que les gens qui sont en train de regarder ce truc-là pensent que tu es un démon incarné et que ça ne devrait pas exister. Le capitaliste, c'est le boulanger du coin. Le capitaliste, c'est le plombier. Alors bon, on sait que le plombier, il branche toujours ses tuyaux de travers, mais quand même. Le capitaliste, c'est le coiffeur. Le capitaliste, c'est le réparateur de vélos. Tous ces gens-là sont des capitalistes. Ils ont tous des entreprises privées, des petites, etc. Donc, quand on dit qu'il faut abattre le capitalisme, est-ce qu'il faut que le boulanger devienne fonctionnaire? Est-ce qu'il faut que le vendeur de légumes du marché devienne fonctionnaire? Est-ce qu'il faut que mon réparateur de vélo devienne fonctionnaire? Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement persuadé que la vérité soit là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des moyens de réguler le capitalisme? À l'évidence, si. À l'évidence, si. Donc, il n'y a pas qu'une seule nuance de capitalisme. Entre le capitalisme financiarisé, mondialisé qu'on a aujourd'hui, enfin, ou plus exactement, ayant accouché de multinationales financiarisées, mondialisées, et le capitalisme de la boîte familiale de 50 personnes qui fabrique des pipes à Saint-Claude, je ne pense pas qu'on parle exactement de la même chose. Question Internet? Ou t'as fini? Je finis. Bonsoir, les hypothèses de scénario... Donc je suis pour une régulation du capitalisme. Je suis tout à fait pour. Encadré? Oui, je suis pour qu'éventuellement qu'on change les règles du jeu dans lesquelles le capitalisme s'exerce. Mais par contre, dire on va totalement supprimer la notion même de propriété privée dans la production, je pense que les quelques-uns qui s'y sont essayés, l'expérience n'a pas été très heureuse, y compris pour leur rapport avec l'environnement.